tous les principes, qu'ils soient bons ou mauvais. À partir du moment où vous opposez un principe, et selon le mot du président Salazar, la politique est une philosophie en action, donc à partir du moment où ces principes vont se réaliser au travers d'une politique, il est évident qu'ils vont dérouler leurs conséquences logiques. Alors si ce sont de bons principes qui correspondent à la nature humaine, ça aura des effets bénéfiques. Si ce sont de mauvais principes qui ne tiennent pas compte de la nature humaine, ça va dérouler d'autres conséquences qui seront nocives. Alors, en plus de ça, effectivement, on peut se dire comment se fait-il qu'à travers les âges, il y ait toujours une constante dans une certaine direction qui mène visiblement à un but prédéterminé. Alors, est-ce que l'intelligence humaine est suffisante pour ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux que constater, en tant qu'historien, je ne peux que constater la chose. On peut dire aussi qu'il y a aussi l'influence de Satan, puisque depuis la création du monde, c'est toujours le combat entre deux notions qui se répercutent sur l'homme. L'un pour essayer de l'élever et de le sauver, et l'autre pour essayer de le perdre. D'accord. Alors on peut intégrer tout ça là-dedans. À ce sujet, alors, pour expliquer le plan de domination mondiale, il y a un livre dont on parle souvent, du moins dans les milieux entre guillemets complotistes, enfin qui ne sont pas des milieux complotistes, faut le préciser, mais c'est le livre les protocoles des sages de Sion, qui apparemment expliquerait, alors, beaucoup disent que c'est un vrai, d'autres disent que c'est un faux. Vous, en tant qu'historien, et vous avez quand même beaucoup travaillé sur ces sujets, votre papa aussi, quel est votre avis sur ce livre? Encore une bonne question. Encore une bonne question. Eh bien, je surprendrai certainement plus d'un en disant que je ne suis pas persuadé que ce soit vrai. Par contre, ce qui me fait tiquer en ayant lu et relu les textes, c'est pas... Pour moi, ça ne sonne pas vrai. Mais, pourquoi, par exemple? Mais par contre, la façon dont c'est raconté, dont c'est dit, c'est... Je sais pas, je le sens pas. C'est mal écrit, je le sens c'est pas. mal écrit en tout cas. Mal écrit, Ouais. c'est... Je ne le sens pas. Mais par contre, à supposer que ce soit un faux, C'est un faux génial. Ouais. Parce que tout ce qui a été dit, Ouais. nous le vivons. Et on a vu les différentes étapes. Alors, Alors, pourquoi? Bon, mais c'est peut-être tout simplement cet agent de l'Okrana, et puis probablement il n'était pas seul pour réfléchir sur le sujet, qui avait suffisamment de connaissances des activités révolutionnaires des milieux juifs russes pour pouvoir imaginer ce qu'ils discutaient entre eux. Il devait y avoir des fuites, il y a toujours des fuites. Mais je ne pense pas que ce soit, tel que ça a été dit et décrit, des minutes de réunion de hauts dignitaires juifs à l'époque. Je pense que c'est simplement des milieux de la police tsariste qui avaient suffisamment de connaissances de l'activisme révolutionnaire des milieux juifs qui ont fait cette espèce de pamphlet pour mettre en garde. Ça, c'est ma vision des choses. mais une objection, est-ce que c'est possible que des officiers russes de l'époque, donc un officier moyen intellectuellement, ait pu prévoir à 200 ans ce qui allait se passer? C'est quand même... si vraiment on écrit... Premièrement, peut-être, c'est pas gentil ce que vous dites de cet officier, peut-être moyen intellectuellement, peut-être qu'il était plus intelligent que d'autres. Oui, que nous peut-être. Que nous peut-être. Et je reviens sur ce que je viens de dire, c'était qu'il devait avoir tout de même un certain nombre d'informations de ce que préparaient ces gens-là. Donc ce serait un faux tiré de quelque chose de vrai? Non, je dirais pas un faux, c'est-à-dire ce n'est pas la retranscription de minutes, tel que ça a été dit, mais ça a été un texte bâti sur un certain nombre de données qu'ils avaient de ce qui se préparait. Et quand on voit toutes les étapes à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui, on ne peut que se dire que tout de même, ils n'avaient pas trop mal vu la chose. D'accord. Mais je ne pense pas que ce soit des minutes de réunion secrète. Je ne pense pas. Ce sont des agents de la police tsariste qui, ayant un certain nombre
de données ont recoupé tout ça et ont sorti ce texte comme contre-feu. D'accord. Alors, en page 20, vous citez un auteur que j'apprécie beaucoup, Joseph de Maistre, qui a écrit à son ami le vicomte Louis de Bonald. Et voilà ce qu'il écrit. Jusqu'à présent, les nations ont été tuées par la conquête, c'est-à-dire par voie de pénétration. Mais il se présente ici une grande question. Une nation peut-elle mourir sur son propre sol, sans transplantation ni pénétration, uniquement par voie de putréfaction, en laissant parvenir la corruption jusqu'au point central et jusqu'aux principes originaux et constitutifs qui font ce qu'elle est? Alors quand on lit cette phrase, là on peut dire que Joseph de Maistre est en quelque sorte visionnaire. C'est exactement ce qu'on est en train de Un dire. visionnaire, tout à fait. Mais alors la question c'est que quand on voit l'état donc de putréfaction, de corruption généralisée même au sommet de l'État, et qu'on voit les forces en face, est-il possible de lutter? Ça, l'avenir le dira de toute façon. Mais ce qui est certain, que si on ne se bat pas, on ne risque pas d'emporter. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que, vraiment, j'ai une sainte horreur de tous les gens qui, dans nos milieux, viennent vous dire, oh, de toute façon, c'est trop tard. Je me pose toujours la question, sont-ils de bonne foi en disant ça, ou bien est-ce que ce sont des agents pour faire baisser les bras et baisser les armes? Le texte de Maistre est intéressant à double titre. Premièrement, parce qu'il a commencé comme étant maçon. Il a été franc-maçon, il a été parmi toutes ces personnalités de la fin du XVIIIe siècle qui ont cru à un moment aux idées maçonniques, et il a fait partie d'une obédience, d'une tendance de la maçonnerie qui s'appelait les martinistes, du nom de Martinez de Pasqualis, qui, encore une fois, retrouve là encore l'élément juif, c'est-à-dire les inspirateurs de la Révolution, c'était un juif portugais, Martinez de Pasqualis. Donc c'est intéressant parce que ce texte, qui est fondateur du nationalisme français, cible parfaitement la démarche du complot mondialiste, déjà à l'époque. Donc c'est encore plus intéressant quand ça vient de quelqu'un qui a cru au principe contraire. Et voilà. C'est pour ça que, comme vous d'ailleurs, j'apprécie beaucoup Joseph de Maistre. Alors, est-ce que le terme complot est bon? Parce que complot, c'est quelque chose de caché. Or, dans votre livre, en page 23, je fais votre méthode, je cite tout. Aujourd'hui, en page 23, voilà ce que disait le financier juif américain Paul Warburg devant le Sénat le 17 février 1950. Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La question est de savoir s'il sera créé par la conquête ou par consentement. Ensuite, vous citez le baron Edmond Rothschild, qui 20 ans plus tard, en 1970, déclarait « Le verrou qui doit sauter, c'est la nation ». Donc, est-ce que le terme de complot est bon? Parce que, un, nos adversaires ne se cachent plus. Deux, aujourd'hui, quasiment tout est public, il y a de plus en plus de fuites. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que le terme de complot est bon? Et deuxièmement, comment expliquez-vous justement que nos adversaires ne se cachent même plus quand ils évoquent le projet mondialiste? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Effectivement, on peut se dire qu'ils sont imprudents. Parce qu'ils disent au monde entier quels sont leurs projets. Mais je pense qu'ils pensent qu'ils ont gagné. Et que c'est pour ça qu'ils se lâchent. Oui. Il n'y a pas d'autre explication. Alors, il est évident que les premiers documents que l'on a eus dès l'avant-révolution, notamment par les documents qu'a présenté l'abbé Augustin Baruel, sur base des documents saisis sur un messager des Illuminés de Bavière, foudroyé par la foudre, et saisi par la police du grand électeur de Bavière, donc fin du XVIIIe siècle, c'était évidemment des textes qui n'étaient pas destinés à être connus. Oui. Et là, c'était déjà vraiment le complot. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'ils sentent qu'ils vont avancer, qu'ils croient qu'ils ont gagné, je regrette beaucoup, j'utilise un terme un petit peu trivial, ils se lâchent. Je ne vois pas comment expliquer ça autrement. Tout en ayant tout de même... Alors, ils se lâchent, mais ils se lâchent tout de même dans des cénacles où ils croient être tout de même à l'abri. Simplement, là encore, il y a toujours des fuites. On a eu encore, après la débâcle
grâce à la Troisième République, avec l'arrivée de l'État français du maréchal Pétain, communication d'un certain nombre de documents maçonniques. Ils ont dépouillé les archives, oui. Alors, là encore, c'est une histoire assez complexe, que je connais tout de même pas mal, étant donné que mon père avait été chargé avec le professeur Bernard Faye de dépouiller les archives de la maçonnerie par le maréchal Pétain. Ce qui a valu à mon père d'abord le Francisque, comme un certain François Mitterrand, et puis ensuite 3 condamnations à mort par la justice de M. de Gaulle. Justice, Justice, bien entendu, entre guillemets, comme je dis toujours avec un petit sourire en coin, ça fait partie des lettres de noblesse de la famille. Donc, il est évident qu'il y a des moments où il y a des documents qui tombent entre les mains. Puis vous avez aussi des francs-maçons sincèrement repentis. Je ne parle pas des lotaxiles, etc., qui servent tellement bien la cause de ceux qui veulent nier le complot maçonnique, genre Daniel Amiche, Bernard Anthony et compagnie. Qui, bien entendu, par personne interposée, font courir le bruit que je raconte n'importe quoi, que je suis un menteur, etc. Je donne des textes, c'est tout. Qu'on daigne répondre sur les textes que je donne. Au lieu de me traiter de menteur, c'est trop facile. En plus de ça, avec des insultes personnelles que moi je n'ai jamais prononcées vis-à-vis de ces personnes, je dirais même pas individus, je suis encore poli. Voilà, donc je donne des textes, chacun peut aller vérifier sur source que je donne, si ce que j'ai dit correspond à la réalité ou pas. D'accord. Alors, le terme de complot aujourd'hui, on ne peut plus parler trop de terme de complot, comme quasiment. On sait qu'ils se réunissent à Davos maintenant. Oui, non, c'est tout de même un complot. Oui. C'est tout de même un complot. Et c'est toujours un complot pour la bonne raison, c'est que dans les gazettes de la grande presse, on continue à dire que la maçonnerie ceci, la maçonnerie cela, par exemple le bon visage de la maçonnerie. Et c'est au point que dernièrement, sur Radio Courtoisie, Bernard Anthony, encore lui, a osé dire que les hauts grades de la maçonnerie n'étaient pas lucifériens. Dans mon livre La maçonnerie, je donne un certain nombre de textes qui sont absolument démonstratifs. Alors, est-ce par ignorance? Allons donc. Alors que je lui ai proposé à de nombreuses reprises de débattre du sujet, il fuit toujours. Donc ce n'est pas par ignorance. Alors, s'il dit cela, pourquoi? Vous savez très bien quelle est ma thèse là-dessus. Oui, bien sûr. Compagnon de route. On n'en sort pas. Je regarde. Ça plaît pas, je mens. Moque éperdument. Bon, bah, je donne des textes, ça dérange, tant mieux. Alors si vous êtes d'accord, M. Pancardassac, je vais envoyer plus exactement un courrier à M. Bernard Anthony et à vous-même pour vous proposer un débat libre sur la maçonnerie. Alors, ceci étant dit, j'espère qu'il acceptera parce que ça serait très intéressant, cette discussion sur la maçonnerie. Les paris sont pris. Hein. Alors, vous avez évoqué la grande presse qui nous raconte un peu n'importe quoi. Et, il n'y a pas que la grande presse d'ailleurs, une certaine presse nationale et même catholique, traditionnaliste, aussi masque les choses. D'accord. Triste à dire, mais c'est comme ça. Le message est passé. Donc la grande presse et des revues proches de nos milieux racontent un peu n'importe quoi. Alors nous allons parler un petit peu d'actualité. Même si c'est de l'actualité, ça va correspondre à votre livre. Récemment, on a beaucoup parlé de Ben Laden. Alors, j'ai une question là-dessus, mais j'ai avant une autre question à vous poser. En septembre 2011, donc dans quelques mois, nous allons fêter les 10 ans de ce que vous savez. Alors, en quoi cet événement fut-il déterminant et majeur pour les mondialistes? En quoi cet événement du 11 septembre 2001 représente-t-il, de mon point de vue, un basculement dans une phase avancée du projet? Avant de répondre sur le fond, je voudrais faire un rappel. C'est que dans la démarche mondialiste, c'est un petit peu, ça va être d'ailleurs le thème de ma conférence de cet après-midi, pour parvenir à leur but, ils ont toujours la même méthode répétitive, la provocation. Alors, ça a commencé, on peut remonter jusqu'aux Indiens d'Amérique, tout ce qu'ils ont fait pour évincer les malheureux Indiens de leur terre,
On retrouve d'ailleurs le même schéma avec